Voilà, on est parti. L'idée est que les personnes qui malheureusement n'ont pas pu participer, ou alors même vous qui souhaitez revenir sur cette visioconférence, ben voilà, vous ayez la possibilité de le faire. Donc pour le bon fonctionnement, désactivez votre micro et votre caméra pendant la présentation. Comme je le disais, il y aura des temps d'échange et de partage après chaque partie. Donc vous pourrez à ce moment-là vous exprimer. Il y a également le chat qui permet voilà, de poser vos questions. On essaiera de checker ça régulièrement et de pouvoir y répondre. Ce que nous allons aborder aujourd'hui, durant ces 2 heures, c'est les subventions publiques et privées via le numérique, le sponsoring mécénat, les appels à projets, les cagnottes en ligne et dons en ligne, adhésion en ligne, événements et outils en ligne, le financement participatif et autres moyens innovants. En bonus, je vous parlerai tout à la fin, voilà, j'évoquerai les fonds de dotation, mais c'est vraiment bonus, on ne s'attardera pas parce que voilà, le temps nous est compté, on va dire comme ça, et possibilité voilà, de revenir vers moi si vous avez besoin de plus d'informations sur ces fonds de dotation. Laura, je vais te laisser prendre la parole peut-être pour débuter. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, du coup, je voulais vous représenter je ne sais pas si vous connaissez déjà Hello Asso, n'hésitez pas à le dire en commentaire si c'est le cas, si vous nous avez déjà utilisé. Mais donc, en quelques mots, Hello Asso, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui existe depuis 12 ans. Et notre objectif, tout simplement, j'ai envie de dire, c'est de pouvoir accompagner les associations, les clubs dans l'utilisation du numérique pour faire en sorte que le numérique soit vraiment un levier de développement pour vous. Et donc, du coup, très concrètement, on propose des outils entièrement gratuits de paiement en ligne. Et donc, sur Hello Asso, vous allez pouvoir gratuitement créer des billetteries pour vos événements. Compétition, stage, enfin tout ce que vous voulez, pouvoir gérer les cotisations de vos membres, donc les percevoir notamment, envoyer des campagnes d'adhésion, pouvoir faire de la vente de produits et de services. Vous pouvez également, je ne l'ai pas précisé, organiser des tombolas, des lotos, faire des boutiques en ligne en utilisant ces différents outils. Vous pouvez également collecter des dons au fil de l'eau ou lancer des campagnes de financement participatif. On travaille notamment beaucoup avec les associations sportives où on a des services dédiés pour permettre aux fédérations de répondre spécifiquement aux besoins des clubs et des comités. Notamment, je pense aux prix de licence, etc. Et donc, du coup, peut-être que vous en aviez déjà entendu parler, mais par exemple, on travaille avec la Fédération française de basket ou la Fédération française de hand pour justement pouvoir déployer ces outils et faire en sorte qu'ils répondent le mieux possible aux besoins spécifiques de la Fédé en question. Voilà. Donc ça, c'est pour Hello Asso. Et je voulais faire un petit focus. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, bien sûr. Je voulais faire un petit focus également sur le programme PANA, qui est un programme que nous avons développé avec le mouvement associatif et la Fonda au niveau national et qui existe sur les territoires et rassemble près de 380 acteurs de l'accompagnement associatif et qui a pour objectif vraiment de permettre à chaque association sur son territoire de trouver une structure d'accompagnement qui est en capacité de lui apporter un coup de pouce, une info, une ressource ou de l'accompagner vraiment sur une ou plusieurs questions liées au numérique. Donc, ça va être par exemple le financement, comme je peux le faire aujourd'hui, mais également des outils collaboratifs, comment maintenir le lien avec les bénévoles à distance, comment communiquer, etc. Voilà, donc on a plein de ressources qui sont portées par les acteurs de l'accompagnement sur l'ensemble des territoires. Voilà pour Hello Asso et pour PANA. Je ne vois pas s'il y a des questions ou des sujets, mais n'hésitez pas si vous voulez avoir plus d'informations sur nous. Il n'y a pas de questions, j'ai l'impression, pour le moment. Donc, je vais passer. Alors, si ça fonctionne bien. Voilà. Est-ce que tu vois ma slide suivante? Oui, c'est bon. Voilà. C'est bon, tout à fait. Donc, du coup, comme le disait Sévina, on va aborder différents sujets aujourd'hui pour vous permettre de financer vos événements, tous liés
au numérique. Et donc, du coup, le premier élément qu'on souhaitait aborder, c'était la question de l'utilisation du numérique, en fait, tout simplement, pour vous aider à trouver et répondre aux subventions publiques ou appels à projets privés. Alors, vous avez peut-être déjà l'information, donc pareil, n'hésitez pas à me le dire dans le chat et je passerai plus vite si besoin. Mais sachez qu'il existe différents moyens numériques pour vous permettre d'accéder, de trouver beaucoup plus facilement les différents appels à projets. Vous avez notamment des plateformes dédiées qui existent, alors qui sont généralistes, qui ne sont pas dédiées au sport. Je vous ai mis un lien là sur la présentation que j'imagine on pourra vous envoyer par la suite, sur laquelle vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des appels à projets du moment avec les critères pour pouvoir y répondre. Sur ces plateformes, ce qui est intéressant, c'est évidemment de toujours bien préciser au maximum vos critères de recherche pour que vous ne perdiez pas de temps parmi la masse d'appels à projets qui existent pour pouvoir trouver celui qui vous convient ou ceux qui vous conviennent le mieux et de bien sûr toujours veiller à respecter précisément ces critères. Ça, c'était un premier élément. Ensuite, il existe sur vos territoires, comme le Cross-Bretagne, les institutions qui vont pouvoir référencer les appels à projets et donc qui vont pouvoir faire un premier filtre. Et donc là, du coup, c'est hyper intéressant de toujours rester en veille vis-à-vis de vos structures. Et notamment, donc là, on parlait du Cross-Bretagne, qui vont pouvoir vous transmettre des appels à projets, des subventions qui vont pouvoir vous être dédiées. Donc là, on vous invitait notamment à toujours bien lire la newsletter que le Cross vous envoie et d'aller jeter un coup d'œil à la rubrique ressources pour que vous puissiez avoir toutes ces informations. On faisait un focus spécifique sur le FDVA 2, pareil, qui est paru dans la newsletter. C'est toujours intéressant d'avoir l'info sur ces campagnes. Et enfin, vous pouvez également, et vous le faites peut-être déjà pareil, n'hésitez pas à nous partager vos bonnes pratiques, c'est de toujours maintenir une veille auprès des acteurs qui financent aujourd'hui. Ça vaut également pour du sponsoring, hein. Pour pouvoir être au courant des appels à projets ou potentiellement des nouvelles activités de cet acteur qui pourraient laisser imaginer un partenariat futur. Partenariat financier, j'entends. On peut passer peut-être à la slide suivante. Je ne vois pas de retour. De questions. Oui. Alors juste, je vais en effet insister sur ce que disait Laura par rapport à ces appels à projets. Hein. Peut-être que vous le savez déjà, mais en tout cas, au Cross-Bretagne, on a une personne qui fait partie on va dire, un poste observatoire et qui fait de la veille sur ce type d'appel à projets qui peut concerner le mouvement sportif. Donc régulièrement, en tous les cas, sur notre site internet, dans les actualités ou dans les ressources, on met ces différents appels à projets qui pourraient vous convenir. On en fait part donc sur la newsletter pour les différentes campagnes qui sont à venir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et à regarder régulièrement sur le site ce qu'on peut vous proposer. Et comme le soulignait Damien dans le chat, en effet, la veille, c'est vraiment un outil hyper important. Il y a plein d'outils qui vous le permettent aujourd'hui. Là, je vous parle d'aller régulièrement sur les sites, mais vous avez également, aujourd'hui, les institutionnels communiquent aussi beaucoup via les réseaux sociaux. Et donc, du coup, il ne faut pas hésiter à regarder ce qui se passe également. Enfin, moi, j'ai encore découvert un appel à projet il n'y a pas très longtemps sur Twitter en suivant un acteur. Voilà, il y a vraiment plein de moyens de pouvoir mettre en place des veilles automatisées. Il y a des liens spécifiques comme est en train de nous envoyer Damien sur le chat, n'hésitez pas à aller les récupérer. Il y a beaucoup de petits outils aujourd'hui qui vous permettent d'effectuer une veille assez efficace également. Voilà. Et puis bien sûr, si vous avez une personne dédiée au cross, je crois que dans ces cas-là, c'est la meilleure ressource possible. Merci en tout cas Damien pour en effet les liens qui sont mis dans le chat. Voilà, n'hésitez pas à en prendre bonne note. On voulait vous proposer du coup un petit focus spécifique sur le FDVA 2 et mon compte asso notamment. Si on peut passer peut-être à la slide suivante, Sévina, si c'est possible. Ah, alors je viens de le faire, donc ça n'a pas fonctionné. Alors je recommence.
C'est bon? Alors, je ne la vois pas encore, mais c'est peut-être de mon côté. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous dire s'il voit la présentation ou si c'est juste moi. Je vois subventions publiques et privées en ligne, c'est ça? Voilà. Oui. Oui, alors ça c'est bon et du coup, ouais, parfait, ok. Du coup, juste, je ne sais pas si vous êtes adepte de mon compte asso, si vous êtes déjà tous dessus, mais voilà, du coup, au niveau des subventions publiques, c'est vraiment la plateforme sur laquelle il faut, vous êtes, comment dire, vous devez vous y trouver en tout cas, pour pouvoir permettre de répondre directement en ligne aux appels à projets et d'avoir toutes vos informations administratives qui sont d'ores et déjà identifiées. Ce qui rend plus simple aussi. Alors sur la première réalisation, ça nécessite du temps et parfois d'être formé. Il y a des tutos qui existent, mais sur les territoires, vos acteurs de l'accompagnement sont également en capacité d'informer. Je pense notamment pour les différents clubs, pardon. Donc ça, pareil, c'est un outil vraiment à mettre en place. Si certains ont déjà fait des demandes de FDVA2, vous avez été confronté au compte asso au moins une fois, puisque c'est nécessaire désormais de faire vos demandes FDVA2 à partir de là. On vous a mis un lien vers un tuto dans cette slide. Donc n'hésitez vraiment pas à vous tourner vers ce type d'outils. Je pense qu'au niveau des comités, vous êtes forcément sensibilisés, mais à mon avis, c'est quelque chose en effet à bien diffuser au niveau de vos clubs si jamais ce n'est pas déjà le cas. Voilà. Et pour la suite, on s'est dit qu'avec Cévina, même si la campagne FDVA2 était terminée, c'était bien pour cette année de refaire un petit focus, pareil, pour que vous puissiez transmettre dans vos réseaux. Donc FDVA, c'est donc une subvention qui fonctionne donc par campagne chaque année, plutôt en début d'année. Il y en a deux, FDVA 1 et FDVA 2, comme son nom l'indique. Le FDVA 1 n'est pas accessible au secteur associatif sportif, à la différence du 2, donc on va plutôt s'arrêter sur celui-ci. C'est donc un financement qui est accordé évidemment par une commission autour d'élus, de fonctionnaires du ministère. Au total, ça va être une enveloppe de 500 000 euros pour les assos par département. Il y a deux axes principaux sur le FDVA2. Donc, vous allez pouvoir financer le fonctionnement, bien sûr, de l'association, mais également avec un axe, tout ce qui va être autour de l'innovation sociale et également du numérique. Donc, ça, c'est quand même intéressant aujourd'hui, et notamment sur, je pense à tout ce qui est événementiel, qui n'a pas pu avoir lieu depuis l'année dernière en présentiel, et vous allez peut-être développer une forme d'événementiel plutôt en version à distance. Et donc, du coup, si ça a fonctionné l'année dernière et si vous avez envie de renouveler l'expérience, entre guillemets, il faut peut-être regarder du côté du FDVA, en effet, pour voir s'il n'y a pas des financements à trouver pour prolonger, pour imaginer de nouveaux formats liés au numérique. Enfin, pardon, excusez-moi, je ne suis pas très claire, événementiel et numérique. Donc, du coup, voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est un financement qui va vous permettre d'être sur du développement, de la pérennisation de votre structure et le développement de nouveaux projets. Et bien sûr, ce qui va être, comme on est sur des enveloppes départementales, ce qui va être hyper important de mettre en avant, c'est bien sûr votre rôle sur le territoire et comment vous interagissez avec le public, avec vos bénéficiaires du territoire. Est-ce que, Cévina, vous voulez ajouter des éléments? Alors moi, de mon côté, non, je pense que c'est bien. Je voyais pas, comme je suis en partage d'écran, s'il y avait des questions. Donc oui, je vois la randonnée qui qui fait référence au compte asso pour la demande ANS également. Donc en effet, et il n'y a pas d'autres questions. Donc voilà. Vous avez, voilà, si vous avez envie de partager quelques petits éléments, quelques infos, vous avez 5, voilà, on peut vous laisser un petit peu de temps. C'était la première partie que Laura vous a présentée par rapport à ces subventions privées publiques. Voilà, si là vous avez envie de partager quelque chose, vous pouvez prendre la parole si vous souhaitez, sinon on avance comme vous voulez.
A priori. J'avais juste une petite question. Oui. Vous avez certainement apporté déjà la réponse. Les documents que vous nous présentez là, on les recevra ensuite? Et encore une fois, désolé de vous poser la question. Non, non, je vous en prie, pas de souci. Le PowerPoint, la présentation vous sera envoyée bien évidemment après la réunion. Oui. Ok, super, parce qu'effectivement, c'est une mine. Ouais. Merci. Voilà. N'hésitez pas à nous partager aussi si peut-être vous avez répondu à des appels à projets particulièrement intéressants dans le cadre de l'événementiel ou voilà, s'il y a des choses, en tout cas des retours d'expérience, n'hésitez pas à nous les partager. Donc, on va avancer et puis voilà, s'il y a des choses qui vous revenaient à l'esprit, vous pourrez les mentionner dans le chat, pas de souci. Donc voilà, je vais prendre le relais. Vous voyez mon écran, on passe à la partie mécénat. Mécénat, donc vous connaissez certainement hein, cette notion de mécénat. On va revenir, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va revenir bien sûr ce qu'est le mécénat, son cadre juridique. Par contre, je vais aussi vous faire une présentation des statistiques. Comment est exploité le mécénat en France de la part des entreprises et des structures associatives, c'est intéressant. Donc le mécénat, déjà, bon, on rappelle un don en numéraire, en nature ou en compétences, apporté par une entreprise à un organisme d'intérêt général, sans attendre en retour de contrepartie équivalente. Donc là, c'est une notion qui est à prendre en compte, qui est importante. On le verra, c'est là qu'il différencie du sponsoring. Le mécénat n'est pas soumis à la TVA. Il a pour objectif de faire valoir l'image institutionnelle de l'entreprise et est assimilable à un don sur le plan fiscal. Donc, l'organisme bénéficiaire doit remettre un reçu de don aux œuvres à l'entreprise mécène pour que cette entreprise qui a fait le don bénéficie d'avantages fiscaux. Donc là, voilà, c'est la définition et les quelques caractéristiques spécifiques du mécénat. Donc, comme je vous le disais, voilà, je vous ai mis des chiffres et des petites courbes représentant l'évolution du mécénat en France. C'est une étude de Sport et Territoire et Mécénat. Voilà, ça vous montre un petit peu, alors c'est basé sur des chiffres 2019, ça vous montre un petit peu l'évolution du mécénat en France, donc qui prend quand même de l'ampleur. Hein. On voit bien au niveau du nombre d'entreprises qui participent à ces opérations de mécène, un nombre croissant tous les ans. Là, vous avez les pratiques des entreprises. Donc, c'est pour vous montrer que vous avez un potentiel hein, d'aller solliciter les entreprises pour être mécène de votre événement sportif, puisque les pratiques des entreprises mécènes en 2019, donc les trois domaines prioritaires pour les entreprises qui vont faire du mécénat, on voit le social, culture et patrimoine, éducation et le sport qui arrive en 4e position, donc c'est pas mal. La part des différentes formes de mécénat dans le budget global. Donc, vous avez ce petit camembert à droite là qui vous montre que 78% le mécénat est un don financier pour les entreprises, 11% mécénat de compétences et 11% mécénat en nature. Aujourd'hui, en 2019, en tous les cas, c'est des chiffres de 2019, les mécènes privilégient des projets au niveau local ou régional à 80%. Donc voilà, je trouve intéressant pour vos événements, quelle que soit la territorialité de votre événement, hein, bien sûr, qui peut être international, national ou local. Ça vous montre un petit peu que tout type d'événement est pris en compte et les entreprises sont au fait quand même de ces événements locaux ou régionaux. Donc, à retenir, c'est que les plus petites entreprises sont les entreprises les plus enclines à pratiquer le mécénat sportif. Donc, vous voyez, à 62%, ce sont des PME qui vont participer à mécénat sportif. Le montant de mécénat sportif médian s'élève à 2 400 €. Donc, voilà, ça me semblait important voilà, pour vous montrer, au-delà de ce qu'est le mécénat, le cadre juridique qu'on va aborder tout à l'heure, de vous montrer voilà, comment est exploitée cette source de financement et comment elle est utilisée par les entreprises.
Donc, le cadre juridique, certains d'entre vous connaissent certainement et ont peut-être déjà fait appel à des entreprises pour être mécènes de l'événement, mais il nous semble quand même important de ramener ça au cadre juridique. C'est la loi Iagon de août 2003 qui est relative au mécénat, aux associations et aux fondations. En fait, elle permet d'encourager par des mesures fiscales avantageuses les initiatives privées. Donc là, quand on parle d'initiatives privées, qu'il s'agisse d'initiatives d'entreprise ou d'initiatives de particuliers. Donc, qu'est-ce que ça apporte pour l'entreprise ou pour le particulier qui va participer à une opération de mécène? Pour les entreprises, 60% de la somme versée, voilà la réduction d'impôt, dans la limite de 10 000 €, ou lorsque l'on passe cette limite, lorsque le montant est plus élevé, on est sur un 5 pour 1000 au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de la réduction d'impôt. Pour les particuliers, 66% de la somme versée, dans la limite de 20% du revenu imposable. Donc voilà, on voit quand même que les avantages sont intéressants pour l'entreprise ou pour le particulier. L'éligibilité des associations, donc qui peut faire appel au mécénat? Il y a 3 critères essentiels à retenir. Le caractère non lucratif de l'activité, le caractère désintéressé de la gestion et ne pas fonctionner pour un cercle restreint. Donc, les organismes d'intérêt général ayant un caractère sportif peuvent utiliser ce dispositif. Et dans la slide suivante, on va voir ce qu'est ce caractère d'intérêt général qui peut porter parfois à questionnement en tous les cas. Donc, que faut-il entendre par l'organisme d'intérêt général? En fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que la reconnaissance de la qualité d'intérêt général, elle n'est pas conditionnée par l'obtention d'un agrément. Comme ça pourrait être le cas pour des associations qui sont reconnues d'utilité publique. Voilà, la qualité d'intérêt général, elle n'est pas conditionnée dans ce sens-là. Donc, pour être d'intérêt général et ainsi être habilité à délivrer des reçus de dons aux œuvres, parce que c'est ça quand même, quelqu'un qui va être mécène va souhaiter recevoir un reçu, votre association doit remplir des conditions cumulatives. Pour se considérer d'intérêt général, il faut cumuler la première condition, ne pas exercer son activité au profit d'un groupe restreint de personnes, exercer une activité non lucrative prépondérante, avoir une gestion désintéressée. Et son action doit revêtir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial, humanitaire, sportif ou culturel. Donc, voilà ce qu'il faut retenir, ce sont des conditions cumulatives. Donc, c'est là où on va voir ou peut poser question sur cet intérêt général, puisque l'association peut considérer en toute bonne foi que son activité est d'intérêt général. Donc, voilà, elle peut se dire, moi, je cumule ces quatre critères et je suis d'intérêt général. Par contre, si vous avez un doute, vous pouvez vous rapprocher de l'administration pour qu'elle vous donne un avis par rapport à ça et qu'elle se prononce sur l'habilitation ou non à délivrer des reçus fiscaux aux donateurs. Alors, je suis désolée, je vois qu'il y a voilà, merci. Il y avait des personnes dans la salle d'attente. Donc, votre habilitation ou non à délivrer des reçus fiscaux aux donateurs par le biais de la procédure du rescrit fiscal. Donc, voilà, vous pouvez prendre le soin de considérer que vous êtes à même d'en fournir ou alors pour vous en assurer, si vous avez des doutes, vous faites appel à l'administration et ça se fait via le site impôt.gouv pour faire une demande de rescrit fiscal. Et donc, vous avez une réponse qui, quelques semaines après votre demande, vous conforte dans votre vision et dans votre bonne foi que vous aviez estimée. Quelles sanctions encourt votre association en cas de délivrance irrégulière de reçus fiscaux? L'organisme ayant émis des reçus alors qu'il n'aurait pas dû le faire sera soumis à une amende fiscale égale à 25% du montant du don. Donc, voilà les risques encourus. Faut-il délivrer un formulaire CERFA? Donc, c'est-à-dire le reçu fiscal, qu'est-ce que c'est en fait?
Le reçu fiscal, en fait, vous allez devoir le délivrer. C'est un formulaire CERFA dont je vous ai donné le numéro du document, hein, dans le PowerPoint. Il est obligatoire lorsqu'il s'agit de dons effectués par des particuliers. En revanche, pour l'entreprise, il n'est pas obligatoire. Vous n'avez pas de facture à fournir au mécène. Voilà, c'est l'entreprise, elle, qui va considérer en fonction du don qu'elle a fait, si il lui appartient d'apporter la preuve qu'elle a effectué un versement qui va satisfaire aux conditions de l'article donné par le Code général des impôts. Donc voilà, ce qui est important à recevoir, c'est que pour le don fait par les particuliers, vous devez fournir ce CERFA, ce rescrit fiscal. Et pour les entreprises, pas de facture au mécène, c'est l'entreprise qui revient vers vous et qui vous dit « oui, je souhaite un rescrit fiscal ». Alors, je ne vois pas s'il y a sur le mécénat, s'il y a des remarques, des questions dans le chat. Je suis désolée. Hop. Il y a une question et une main levée. Une SEM peut-elle être considérée comme une activité d'intérêt général? C'est un peu sur… Alors, attendez, je me permets de revenir sur le chat pour voir. Alors, Marc, société d'économie mixte peut-elle être considérée comme une activité d'intérêt général? Après, il faut… c'est ça le problème, c'est-à-dire, c'est pas moi qui vais vous donner une réponse, dans le sens où, voilà, il y a des critères qui sont listés. On estime ou non qu'on répond à ces critères, et si on a un doute, c'est l'administration qui va en faire part. Donc là, c'est plus de regarder si on considère qu'on rentre dans les critères, en fait. Après, il faudrait peut-être que il y a des exemples. Il faudrait, j'ai pas d'exemple de société d'économie qui aurait déjà fait ce appel au mécénat et qui serait considéré comme activité d'intérêt général. Donc voilà, il faudrait que je regarde. Peut-être qu'il y a un exemple qui pourrait confirmer que oui, en fait. D'accord. Qui pourrait nous renseigner officiellement? Comment? Qui pourrait nous renseigner officiellement? C'est sur le site impôt.gouv, une demande de rescrit fiscal, en fait, où il faut faire la demande, où là ça va être un formulaire. On va vous demander voilà, votre activité, les différents critères, les différentes choses concernant votre activité. Et à partir de ce moment-là, ils vont statuer sur la possibilité ou non pour vous d'être une activité d'intérêt général, donc la possibilité ou non de faire une demande de mécénat. Voilà. OK. Moi, je vous répondrai, c'est surtout l'activité qui va dépendre, si c'est intérêt général ou pas. Si c'est une manifestation sportive, non. Si c'est en lien avec le social, oui. Donc c'est franchement, donc c'est pour ça que c'est très ambigu vis-à-vis des impôts. Et une autre chose, c'est comment dire, sur la partie CERFA, moi j'aurais tendance à dire vaut mieux, alors moi qui est en comptable d'entreprise, vaut mieux prévenir plutôt que guérir, c'est-à-dire proposer à l'entreprise ou au mécène de faire le CERFA plutôt que d'attendre qu'ils reviennent vers nous. Alors pour information quand même… Pour nous, association, c'est pas obligatoire de le fournir. C'est pas dur de juste poser la question. Tout simplement, en fonction alors si c'est évidemment du cash, du liquide, ou si c'est différent effectivement si c'est plutôt de la matière. Oui. S'il vous plaît. Un comité d'organisation d'épreuves sportives, est-ce qu'il rentre dans les critères du mécénat, qui organise uniquement, l'association a pour but uniquement d'organiser des épreuves sportives? Après, là, il y avait… alors, c'est Isabelle, c'est ça, de l'Ultramarin qui parlait tout à l'heure, pardon, et qui disait… vous parliez du fait que le sportif n'était pas d'intérêt général?
Non, ça rentre pas dans l'intérêt général parce que effectivement, à ce que j'ai compris, hein, peut-être que je me trompe, mais moi, à chaque fois j'ai posé la question, moi, on m'a répondu non, tout ce qui est événement sportif ne rentre pas dans l'intérêt général. C'est franchement plutôt du caritatif, comme on va dire tout ce qui est Resto du Cœur, sur la partie là, effectivement, là c'est un autre domaine. Alors, il y a un commentaire de… Je suis dans un pot non plus, hein, mais… Il y a un commentaire de Franck qui dit l'association GT2V organise un ultra solidaire pour l'association À Chacun Son Everest et vous avez eu un refus. Oui, voilà. Oui, on avait fait la demande pour être d'intérêt général. Et il est vrai que nous, la totalité de l'argent, de nos bénéfices sont versés à Chacun Son Everest. Et on rentrait pas dans les cordes. Mais bon, nous, on est uniquement une manifestation sportive. Hein, donc, voilà. En fait, c'est ça, la demande, elle est faite pour l'association en elle-même, pas pour l'événement sportif, quand vous présentez toute l'association, en fait. Oui, tout à fait. Mais bon, l'objectif de l'asso, c'est d'organiser cet événement, si tu vois. Voilà. Et en tous les cas, on rentrait pas dans les cordes. Donc, on était assez bloqués par rapport à ça. Voilà. Moi, de mon côté, c'est la réponse que j'ai eue aussi. Il y a eu un refus. J'ai demandé si on avait le droit, en tant que comité d'organisation des épreuves sportives. Oui, tout à fait. Quand je vous présente les chiffres que l'on a vus tout à l'heure, comme quoi le secteur sportif est considéré est un des 4e secteurs qui arrivent en liste pour le mécénat. Voilà, vos retours me laissent un peu perplexe. Du coup, je vais essayer quand même d'aller plus loin dans la recherche, de regarder ça et de voir au niveau des statistiques qu'est-ce qui pourrait bloquer et pourquoi vos structures qui sont organisatrices d'événements sportifs et qui, pour moi, vont quand même dans l'utilité, l'intérêt général. Voir quels seraient les… Après, c'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure, c'est pour la structure de manière générale, quels sont les termes à présenter et à définir ou à mettre en avant pour pouvoir répondre comme il se doit à cette demande de mécénat. Excuse-moi, Sévina, mais il serait peut-être intéressant de voir au niveau du cross, de sonder peut-être les ligues, savoir si beaucoup ont le droit donc à cet intérêt général. Ça pourrait être intéressant de voir ça peut-être, je ne sais pas. Alors, complètement, c'est une information que je me note, pardon. Voilà, nous, à titre d'information pour le cross, dans le cadre de notre action, alors c'est dans le cadre d'une autre action, mais Breton Move, qui est le sport en entreprise, où là où on peut être amené à avoir du mécénat ou des partenaires mécènes, nous avons fait une demande de rescrit fiscal qui a été acceptée. Donc voilà. Après, c'était pour l'opération Breton Move où nous avions justifié de l'intérêt, que comme nous, il nous semblait que c'était d'intérêt général. Donc voilà, je prends bonne note. On peut faire un sondage, en effet, auprès des ligues et des comités, voir les retours, voir ce qu'il en est, et je vous en ferai part. Voilà, je note de me renseigner, de regarder ça de plus près, parce que c'est vrai que je suis étonnée de regarder ça de plus près et de revenir vers vous suite à cet atelier lorsque j'aurai des retours, en fait. Nous, on a été acceptés, passés en courant, parce qu'on est un club d'athlétisme et qui organisons les compétitions. Parce que vous êtes affilié à une fédération. Et voilà, c'est ça. On est affilié à une fédération et on est un club d'athlétisme qui organisons les compétitions, quoi. Que les comités d'organisation d'épreuves sportives, comme moi, on n'a pas d'affiliation. Oui, mais Franck, par exemple, vous êtes affilié. Moi, je suis affilié. Donc, non, le problème n'est pas là. Je pense qu'il y a peut-être d'autres critères ou, en tous les cas, nous, c'est sûr qu'on ne rentrait pas dans les cordes. On n'est pas du tout dans les cordes. Donc, moi, c'est pareil, on m'a refusé. J'ai demandé, on ne rentrait pas dans les cordes. Donc, ces témoignages sont très intéressants. Voilà, ça me permet de prendre ça en note et de faire une recherche de mon côté, d'aller plus loin, de regarder un petit peu comment ça se passe au niveau de la Bretagne, des ligues et des comités pour vous tenir au
au courant. Alors voilà, ça va prendre peut-être quelques temps parce qu'il faut que je sonde, mais je vous ferai un retour par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Vous nous ferez un retour par mail avec les adresses qu'on vous a fournies. Oui, voilà, je vous enverrai le diaporama après la réunion, puis je vous informerai que je me renseigne sur ça, et puis dès que j'ai des éléments qui peuvent répondre à ces questionnements, je vous les transmettrai. Pas de souci. Merci. Alors, je vais continuer, je vais partager l'écran. On va passer à la partie parrainage. Donc là, la partie parrainage sponsoring, c'est de montrer la différence entre ce mécénat où les attentes du parrain et du sponsor ne sont pas les mêmes, pardon. Là, le sponsor recherche un mode de publicité, donc on passe vraiment sur une prestation. Le sponsor va attendre en retour quelque chose, une image, une valorisation. Il a des conséquences économiques et publicitaires pour l'entreprise bienfaitrice parce que son nom, sa marque et son message vont être largement affichés lors des manifestations de la structure de l'événement sportif, en fait. Les ressources reçues par sponsoring sont soumises à la TVA, contrairement au mécénat. L'entreprise déclare les ressources données à l'association dans son compte de résultat en tant que charge de communication. La déduction fiscale ne va pas se faire de la même façon pour l'entreprise. La déduction fiscale va se faire sur la base imposable et non ça ne sera pas une réduction d'impôt sur la somme engagée, comme le mécénat. Ce qui est important en tout cas, ça ce sont plutôt quelques conseils qu'on va vous donner pour ceux qui l'ont fait ou qui ne l'ont pas encore fait, voilà, pour soit tendre vers une amélioration de demande de mécénat ou quelques conseils pour mettre en avant votre projet. L'importance, dans tous les cas, que ce soit mécénat ou sponsoring, pour votre événement sportif, va être de présenter votre événement comme il se doit, avec voilà, un descriptif qui met bien en avant les valeurs de votre événement, votre souhait, votre objectif, l'envergure de l'événement, la visibilité, là ça peut être important surtout dans le parrainage, les publics ciblés, je disais tout à l'heure les valeurs de votre structure et de l'événement. Comment allez-vous communiquer, quelle est la stratégie et le planning de communication de votre événement pour pouvoir valoriser indirectement le mécène et directement le sponsor, votre budget et fournir un bilan de l'édition précédente, s'il y a eu édition précédente, bien sûr, pour pouvoir avoir un dossier, on va dire, béton qui tient la route pour aller démarcher les… alors, le mot démarchage n'est pas forcément un très joli mot, mais c'est quand même ça. C'est du démarchage. Vous allez aller auprès d'entreprises susceptibles de répondre voilà, à votre demande de partenariat. Donc, justement, se rapprocher d'entreprises de votre territoire qui essayer de cibler sur des entreprises qui vont être réceptives aux valeurs que vous prônez justement de l'événement. Donc là, si vous avez un événement où vous souhaitez vraiment mettre en avant le développement durable, l'éco-responsabilité, la responsabilité sociétale, l'inclusion dans votre dossier, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher d'entreprises qui sont réceptives à ces notions-là. Et également, pensez à solliciter votre réseau parce que voilà, c'est de bouche à oreille. Il y a vraiment cette démarche qui est d'aller sur le terrain et d'aller chercher les entreprises qui pourraient correspondre, mais également votre réseau, vos bénévoles et les adhérents qui vont pouvoir, eux, approcher de potentiels sponsors ou mécènes parce que font partie d'une entreprise, parce que connaissent une personne qui fait partie d'une entreprise, etc. Ça fonctionne comme ça. Donc, voilà, c'est important de solliciter votre réseau. Pour un petit conseil supplémentaire pour rédiger le bon dossier de sponsoring, j'ai mis, Laura, vous aviez un blog Hello Asso pour aller sur, voilà, tendre vers une bonne rédaction d'un dossier de sponsoring. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette notion de sponsoring?
Donc là, voilà, vous avez bien vu la différence essentielle entre sponsor et sponsoring et mécénat. Célina? Oui. Oui, Célina, bonjour, c'est Vincent pour les 24 kayaks. Est-ce que tu peux juste réexpliquer par rapport au sponsoring l'avantage fiscal qu'il peut quand même y avoir pour un sponsor? Un avantage, on peut défiscaliser une partie quand même de la somme donnée quand même, non? Oui, oui, bien sûr. L'avantage fiscal, il est là, hein. Il y a cet avantage fiscal, mais la déduction fiscale va se faire sur la base imposable et non pas sur la somme qu'il a donnée, en fait. Donc, il va avoir un avantage fiscal, mais ça ne va pas être dépendant de la somme qu'il aura fournie à la structure et à l'association, en fait. D'accord. Voilà. Contrairement au sponsoring où on avait tout à l'heure un pourcentage, 60% pour de réduction d'impôt sur la somme engagée. Là, le parrainage, c'est une déduction fiscale sur sa base imposable. D'accord. Par contre, c'est pareil, nous, Société d'économie mixte, on est aussi lié au statut parce que c'est valable s'il le donne à une association. Enfin, s'il est sponsor d'une association, il faut aussi qu'on se renseigne pour une économie mixte, une société d'économie mixte, si cet avantage est maintenu. Alors, excuse-moi, j'ai pas entendu tout. Excuse-moi. Société d'économie mixte. Oui, c'est pareil. Il faut qu'on se renseigne si pour une société d'économie mixte, cet avantage est aussi maintenu. Sponsor. Allô? Juste de mémoire, votre événement est également organisé et co-organisé avec une association. Oui. Voilà, donc ok. Alors, l'asso peut faire une facture avec TVA? Normalement, non. C'est-à-dire que l'association, comment dire, l'association, comment ça va se passer? Je réponds à la question j'essaye de répondre au mieux en tous les cas, parce qu'après, c'est des aspects juridiques et comptables de Gurvan. L'association peut faire une facture avec TVA, ce n'est pas soumis à un plafond annuel si on est sous le plafond. Alors, quel plafond? Je vois. Alors, en fait, si tu veux, nous, on fait. Je réagis un petit peu par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, à ce que j'ai pu lire. Ce que je comprenais, moi, c'est que de toute façon, dans le cas d'un sponsoring, on devait fournir une facture. Ce qu'on fait, évidemment, mais ce qui m'étonnait un petit peu, c'est que je comprenais qu'on devait fournir une facture avec TVA. Or, alors, ouais, vas-y. Alors, je t'interromps parce qu'en fait, on ne donne pas de facture au mécène. On va donner un reçu fiscal. Dans le cas du mécénat, d'accord. Voilà, Okay. Voilà. On ne donne pas de facture au mécène, c'est vraiment ce rescrit fiscal, mais il n'y aura pas de facture. D'accord. Et dans le cas du sponsoring, on peut faire une facture, mais l'asso, loi 1901, n'est pas soumise à la TVA, sauf s'il y a, je ne sais plus, je crois que c'est 50 ou 60 000 euros de rentrée. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Alors, excusez-moi, non, parce que moi, je suis une petite association et je suis affecté à la TVA depuis 30 ans. Ouais, donc tu vois, c'est ça qui est flou. Ouais. Mais c'est un choix que vous avez fait, non? Voilà, c'est ça, il y a 30 ans, parce que l'activité de recherche de partenaires et de vente d'encarts publicitaires est considérée comme activité professionnelle. Et sur cette activité-là, je délivre des factures avec TVA et je déclare ma TVA. C'est une déclaration très simple, simplifiée, annuelle. Ouais. Et je récupère aussi la TVA sur tous les investissements que je fais par rapport au parrainage, tous les frais d'édition et tout. Voilà. Alors ça, je sais que dans le cas spécifique, hein, c'est assez rare, je pense, mais il y a des associations qui choisissent en effet, qui font ce choix d'être soumis à la TVA. Et c'est très simple, hein, c'est pas du tout compliqué. Hein. Et on est forcément, on récupère de la TVA sur, par exemple, l'édition des programmes, l'édition, enfin tout ce qui est lié à au partenariat.
Hop, je note quelques éléments à côté. Est-ce que donc après je peux aller voilà, je pourrais vous fournir des éléments supplémentaires et aller chercher plus dans l'aspect comptabilité que si vous voulez que moi je n'ai pas aujourd'hui. Je suis plus sur l'aspect juridique de manière générale. L'aspect comptable commence à se retranscrire dans les documents comptables, je pourrais vous donner des informations supplémentaires. Mais après, c'est selon des cas de figure aussi, comme on peut voir si l'association a choisi, normalement une association n'est pas soumise à TVA, mais peut faire ce choix d'être soumise à la TVA. On avance si ça vous convient ? Alors, il y a des travaux derrière là. Hop. Je fais mon partage d'écran pour donner la parole à Laura pour les cagnottes et dons en ligne. Merci. Je suis désolée, c'est chez moi qu'il y a des petits travaux. Normalement, c'est fini. Donc, du coup, je reprends la main pour vous présenter 3 dispositifs que vous avez peut-être déjà sollicités, qui sont du coup le don en ligne, le financement participatif et la collecte dans l'organisation d'événements via des billetteries. Du coup, on voulait vous présenter ces 3 dispositifs parce que vous pouvez en effet les 3 les solliciter rapidement, simplement et en complémentarité les uns des autres. Pardon. Avant toute chose, n'hésitez pas à me dire pareil dans la conversation si vous pratiquez déjà, si vous avez déjà utilisé l'un de ces 3 dispositifs et notamment fait des collectes de dons en ligne, pas en ligne, peu importe, mais voilà, n'hésitez pas à juste nous le signifier. Donc, du coup, je vais vous parler dans un premier temps du don en ligne. L'idée, en effet, par ce biais, c'est bien sûr de solliciter votre communauté, bénéficiaires, grand public, habitants de la ville, pour soutenir votre association et ce, au fil de l'eau. Donc, on est bien sur un dispositif qui va pouvoir contribuer au financement d'un événement, mais aussi plus globalement de l'association en tant que telle. C'est une pratique qui peut-être a été moins développée jusqu'à l'année dernière au sein du secteur sportif et qu'on voit largement augmenter depuis quelques mois, quelques années au sein de Hello Asso. Pour ce qui est, ça fait... Pardon. Pour ce qui est des avantages et sur pourquoi se positionner sur ce type de dispositif en tant qu'association sportive. Donc, comme je le disais, c'est un moyen de proposer à votre communauté de vous soutenir. C'est aussi, en passant sur un dispositif en ligne, permettre de répondre aux usages aujourd'hui qui sont faits par le grand public dans leur pratique de paiement et dans la découverte d'associations. On découvre des associations, on s'y inscrit via Internet et encore plus depuis l'année dernière et on paye principalement aujourd'hui par carte bleue et non pas par chèque. Ce qui était le dispositif de paiement obligatoire, entre guillemets, quand on fait des campagnes de dons papier. Donc, l'idée également du don en ligne, ça va être de vous permettre de gagner du temps et de l'efficacité. Ça va permettre à l'individu, à votre donateur, de faire un don beaucoup plus rapidement que lorsqu'on est sur une campagne de dons papier. Par courrier, entre guillemets. Comment vous allez pouvoir mettre en place ces campagnes de dons? Aujourd'hui, il existe de nombreux outils en ligne qui vous permettent de lancer des cagnottes en ligne ou des campagnes de dons. Donc, la première chose à faire, bien sûr, c'est d'en savoir plus sur ces différents outils. Je vais vous présenter le nôtre par la suite pour vous donner un exemple spécifique, mais il en existe d'autres. Comme pour une campagne de dons classique, vous allez devoir créer et paramétrer un formulaire de dons en ligne sur l'outil que vous aurez choisi. Parmi les paramétrages, on a beaucoup parlé de rescrit fiscal juste avant. Donc pareil, là, l'idée, c'est que vous puissiez programmer votre rescrit fiscal si nécessaire. Si vous pouvez le faire, en tout cas.
Et puis, là, un élément important pour diffuser une campagne de dons, ça va être bien sûr d'anticiper et d'utiliser les différents moyens de diffusion que vous pouvez avoir et qui sont d'ores et déjà existants au sein de votre structure. Donc, ça va être le site web, pouvoir intégrer cette campagne sur votre site. Ça va être utiliser les différents réseaux sociaux, les newsletters, l'indiquer dans une signature mail. Et donc, du coup, bien sûr, par la suite, communiquer sur la diffusion. C'est vraiment un élément très important, à l'inverse peut-être des autres dispositifs qu'on vous a présentés au préalable, dispositifs de financement. Là, ce que je vous présente nécessite un vrai engagement en termes de communication et donc, du coup, de pouvoir utiliser des différents outils numériques de com que vous avez à votre disposition aujourd'hui. Je voulais vous présenter peut-être un exemple spécifique. Je ne sais pas si je peux partager mon écran. Alors, si j'ai la possibilité de le faire, est-ce que je peux partager mon écran, Sévina, pour pouvoir présenter l'exemple? Alors, écoute, je ne sais pas. Je vais te donner la main. On va voir si tu peux le faire. Alors, je peux le faire. Hein. Là, je suis dessus. Tac. Alors. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran et si vous m'entendez toujours. Voilà, c'est bon. C'est bon? OK. Donc là, je vous présente une campagne de dons qui est faite sur notre outil Hello Asso et qui est fait par l'association Saint-Grégoire Triathlon. Donc une association bretonne qui donc du coup fait un appel aux dons notamment suite au confinement qui a été prolongé et qui a décidé en effet de monter une opération spécifique pour soutenir un CHU en Bretagne. Donc du coup, ils ont monté ce formulaire de dons qui leur permet en fait de solliciter auprès de leur communauté des appels à des dons qui sont à la fois qui sont uniquement ponctuels. Vous pourriez décider que ce soit ponctuel ou mensuel et de proposer des dons. Donc là, vous voyez 5, 10, 20, 50 ou de laisser à la personne la possibilité de faire un don libre. L'association Saint-Grégoire Triathlon a eu la possibilité, enfin a été reconnue d'intérêt général et donc du coup peut proposer une réduction fiscale. C'est un club, hein, donc c'est différent évidemment de vous, les demandes que vous pouvez faire, mais il me semble que c'est tout de même intéressant d'avoir ça en tête puisque en effet, là l'avantage sur du en ligne à la différence du papier, c'est que si la personne va décider de donner, imaginons 10 €, automatiquement, elle va voir avec la réduction fiscale ce que le don va lui coûter. C'est quelque chose évidemment d'important à avoir en tête. On parlait également de mécénat et de sponsoring et donc du coup c'est en effet possible également de proposer ces formulaires-là dans le cadre de sponsoring via des acteurs privés qui eux-mêmes auront leur réduction fiscale appropriée avec un taux du coup différent. Voilà pour ça. Ce qui va être important sur une campagne de dons, je ne sais pas, pareil, je ne vois pas si vous avez témoigné ou pas, si vous l'avez déjà fait au sein de vos comités ou si vous l'avez proposé à vos clubs. Mais évidemment, il y a un certain nombre de bonnes pratiques à respecter. Une des premières bonnes pratiques, ça va être de toujours être très transparent dans l'utilisation des dons. Là, on est sur du don, donc généralement, on va pouvoir financer, comme je le disais, demander un soutien pour l'association dans sa globalité ou pour un événement comme ici. Et du coup, l'idée, ça va être d'être vraiment transparent sur l'utilisation de ces dons, notamment parce qu'on passe par Internet et sur ce type de dispositif, les donateurs s'attendent vraiment à comprendre, à savoir à quoi va servir leur don. L'autre élément, hop, et là, je vais arrêter mon partage d'écran. Laura, oui. J'ai une question, moi, par rapport à cette présentation que tu nous fais. Pour Saint-Grégoire Triathlon, là, la mise en page qu'on voyait, tous les éléments qui étaient mis sur cette page étaient des éléments qui étaient organisés par la structure qui avait fait la demande ou vous les accompagnez et c'est déjà prédéfini en fait? Alors, du coup,
tac, j'allais y venir, mais je vais vous le montrer directement. En fait, sur Hello Asso, vous allez pouvoir donc vous créer votre compte. Aujourd'hui, pour vous donner un petit ordre d'idée, parce que je ne vous l'ai pas dit au début, mais il y a 33 000 associations sportives, donc clubs, comités, tout confondu, qui utilisent Hello Asso. Et donc notamment sur du formulaire de don. Donc en fait, vous allez créer votre compte sur Hello Asso et à partir de là, nous, on vous propose des formulaires prédéfinis, mais que vous allez pouvoir paramétrer comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que là, sur ce que nous, on propose comme formulaire, comme paramétrage, c'est la disposition en 3 colonnes avec une définition à chaque fois des montants des dons qui vont être proposés. Donc, c'est vous qui définissez si vous voulez que ce soit prédéfini ou libre. Un espace que vous pouvez ajouter ou retirer sur la réduction fiscale. Là, tout le paramétrage, c'est l'association qui le faire sur pourquoi soutenir cette aventure, en quoi consiste notre défi. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous met à disposition ces encarts, et puis à partir de là, c'est vous qui décidez la manière dont vous le faites. On vous donne quelques bonnes pratiques pour le réaliser. On vous dit bien, voilà, présentez votre association, présentez le sujet de la campagne de dons. Mais après, c'est vous qui décidez la manière dont vous le faites. La deuxième colonne, pareil, sur les coordonnées, c'est vous qui paramétrez. Nous, on vous met à disposition cette colonne-là avec forcément un certain nombre d'informations obligatoires. Donc, le nom, le prénom, la date de naissance et l'email qui est nécessaire. Et puis après, pour le reste, c'est vous qui décidez tous les coordonnées dont vous avez besoin sur vos donateurs. Et donc, notamment, imaginons, vous souhaitez remercier vos donateurs par un courrier. Donc là, vous allez demander l'adresse postale de votre donateur. Mais ça, c'est vous qui décidez. Et vous pouvez demander bien d'autres choses. Et la troisième colonne, le récapitulatif, ça c'est quelque chose pareil qu'on paramètre automatiquement et qui va vous permettre de signifier le montant total du don. Et là, ici, je vous ai dit qu'on était un outil gratuit et donc du coup, en fait, nous, on fonctionne sur la contribution volontaire. Donc, c'est le donateur, là, dans ce cas précis, qui va décider s'il souhaite ou non, en plus du don qu'il vous fait, contribuer au fonctionnement de notre structure, de Hello Asso. Derrière Hello Asso, juste pour vous dire très rapidement, il y a 70 salariés qui travaillent pour proposer ces outils gratuitement. Et donc, du coup, on fonctionne uniquement sur la contribution volontaire. Donc ça, forcément, c'est un module qui est proposé obligatoirement. Voilà. Vous pouvez mettre que vous ne souhaitez pas soutenir, etc. Et ensuite, ce bloc-là également, donc, qui est sur nous, notre fonctionnement, et les deux cases à cocher qui sont nécessaires. Donc, celle-ci qui permet de dire si la personne a décidé de faire une contribution volontaire, qu'elle a bien compris qu'elle était en train de le faire. Sinon, ça ne peut pas être validé. Et les conditions générales d'utilisation. Pour ce qui est de la mise en page globale, tout le fond ainsi que toutes les couleurs ont été choisis par Saint-Grégoire Triathlon. Voilà, je ne sais pas si je réponds assez clairement à la question, si ça vous semble… Moi, je le pense maintenant. Voilà, vous avez peut-être d'autres questions? Alors, je ne vois pas du coup, comme je partage mon écran, mais… Non, a priori, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de main levée. D'accord. Super. Peut-être pour revenir du coup aux bonnes pratiques qui nous semblent vraiment essentielles à avoir en tête sur la pratique du don en ligne. C'est important, comme je vous le disais, d'être très transparent et d'informer sur la manière dont va être utilisé le don. C'est également essentiel de bien sensibiliser les donateurs à l'importance et à l'impact de leur don. Peu importe que ce don soit de 5 € ou de 50 ou 100 €. Ce qu'on vous invite d'ailleurs souvent à faire, c'est d'avoir si vous décidez de proposer des dons, c'est d'avoir un large panel de propositions, c'est-à-dire de commencer peut-être à 5 € et d'aller jusqu'à 50, 100 € pour les donateurs qui souhaiteraient se projeter un peu plus. De toujours bien informer sur la défiscalisation quand c'est possible et de bien communiquer, ça j'ai suffisamment insisté je pense, auprès des potentiels donateurs et de vos futurs donateurs et de toujours bien remercier après le don. Ça c'est vraiment essentiel. Ce qu'on constate également c'est que un donateur c'est quelqu'un que vous allez pouvoir fidéliser pour votre association et donc du coup le remercier ça contribue à cette fidélisation.
Et votre donateur, c'est potentiellement un futur bénévole, un futur adhérent ou un futur de nouveau donateur, entre guillemets. S'il n'y a pas de questions, je vais passer à la suite. Dites-moi si je vais trop rapidement, s'il y a besoin de détails, Sévina, pareil, je vous laisse me dire. On voulait vous parler également, mettre en avant la question du financement participatif. Le financement participatif, donc c'est un dispositif de financement très particulier. Vous avez peut-être déjà vous-même contribué, fait un don via du financement participatif, qui est un dispositif de don en fait, mais à la différence d'une campagne de don au fil de l'eau, là sur le financement participatif, vous allez faire appel à une communauté de personnes qui va chacune vous faire une contribution pour lancer un nouveau projet. Et très concrètement, le financement participatif, c'est un dispositif qui se passe uniquement en ligne, donc à travers une plateforme de financement participatif ou un formulaire, comme je vais vous le présenter, et où vous allez avoir un objectif financier à atteindre. Cet objectif financier, c'est vous qui allez le définir. Donc, vous allez avoir un objectif financier à atteindre sur une durée bien déterminée. Donc, contrairement à une campagne de dons où vous allez vous-même, entre guillemets, avoir votre propre objectif, mais vous n'allez pas communiquer dessus, là, sur du financement participatif, le message que vous allez faire passer, entre guillemets, c'est de dire, voilà, je souhaite atteindre 3 000 € d'ici, donc là, on est en avril, d'ici le 1er juillet 2021. Et vous allez tout faire pour atteindre cet objectif grâce aux dons de votre communauté. Il y a 4 éléments à prendre en compte sur du financement participatif. Le premier élément, c'est la définition du projet. Donc là, on est vraiment on n'est pas sur du soutien à l'association d'un point de vue global, mais vraiment sur le soutien à un projet en particulier. C'est très important de pouvoir bien les définir en amont et de travailler finement sur le descriptif de ce projet-là. Quelle action vous allez souhaiter financer via ce financement participatif? Qui sont les bénéficiaires de ce financement? Quelles sont les retombées positives? Il ne faut pas hésiter à donner des exemples précis. Et moi, ce que je dis très souvent, c'est que comme vous avez une page dédiée sur laquelle vous allez pouvoir présenter votre projet, avant de le mettre en ligne, il faut toujours le faire relire par une personne qui est extérieure à votre association pour vraiment pouvoir, bien avoir un retour sur est-ce que le projet est clair, est-ce qu'il donne envie d'être financé. On voit pareil de plus en plus d'associations sportives qui vont faire financer des projets via ce dispositif de financement participatif. Ça va être par exemple pour financer un nouveau secteur au sein de l'association, pour financer la participation de sportifs à une compétition sportive, pour des projets vraiment très, très variés. Et on a vu aussi beaucoup pour faire un appel au soutien qui va être temporaire et nécessaire. Le deuxième élément, ça va être évidemment de définir cet objectif financier. L'objectif, c'est qu'il soit atteignable et réaliste. Il vaut toujours mieux dépasser un objectif plutôt que de ne pas l'atteindre. L'idée, c'est évidemment de bien le définir en fonction de vos besoins, mais également de le définir en fonction de ce nous on appelle la communauté. Donc c'est on définit par 3 cercles en fait les donateurs, un cercle proche, les gens qui vous connaissent. Le cercle 2, c'est les personnes qui vont être touchées par votre association d'un point de vue direct. Et le cercle 3, donc c'est le grand public. Donc à peu près toutes les personnes, mais celles qui ne vous connaissent pas. Pour mobiliser ce cercle 1, donc tous vos proches, c'est vraiment en fonction de votre communauté, des bénéficiaires, etc., directs de votre association, du cercle vraiment de personnes qui vous connaissent et qui vous soutiennent déjà. En fait, ça va être les premiers donateurs. Et c'est à partir de ce premier cercle que vous allez pouvoir définir un objectif financier. Je pourrais rentrer plus dans le détail, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas forcément plus loin, mais n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Le troisième élément très spécifique au financement participatif, c'est les contreparties. Contrairement à une campagne de dons, sur du financement participatif, vous allez pouvoir proposer des contreparties, c'est-à-dire en échange du don, vous allez pouvoir proposer par exemple un goodies de votre association, un t-shirt du club sportif, une initiation à une activité.
à l'activité que propose le club ou autre. Ça, c'est vraiment très spécifique au financement participatif et je vais vous montrer juste après comment ça se traduit. Et le quatrième élément, bien sûr, comme je vous disais, l'idée avec le financement participatif, c'est d'atteindre un objectif financier sur une durée limitée. Et donc, du coup, ça va être de choisir, de paramétrer cette durée. Une campagne de crowdfunding, généralement, ou de financement participatif, on va dire qu'elle va durer au minimum 1 mois, au maximum 3 mois. C'est hyper important de bien définir cette durée puisque pendant toute la durée de votre campagne, vous allez beaucoup communiquer sur le fait de, voilà, vous avez atteint un premier palier, vous avez atteint un deuxième objectif, un troisième objectif. Et donc, du coup, ça va nécessiter beaucoup d'efforts. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Je vous ai mis un exemple ici et que je vais vous repartager mon écran pour vous le montrer en direct pour que vous puissiez vous en rendre compte de ce que c'est. Donc là, je vous montre pareil, là on est sur une campagne de financement participatif qui avait été lancée par le Canoë-Kayak Club de Pont-Réan. Et donc l'objectif de cette campagne, c'était de permettre à 3 sportifs de pouvoir rejoindre, de pouvoir participer à une compétition. Et donc, du coup, l'idée, c'était de pouvoir, en effet, soutenir ces 3 sportifs financièrement pour qu'ils puissent renouveler le matériel, financer leur stage et les déplacements avec l'équipe de France. Tout ça dans l'objectif de préparer les championnats du monde. C'est une campagne qui est passée, mais je la trouvais vraiment intéressante de vous la montrer parce qu'elle montre bien comment le secteur sportif peut s'approprier ce dispositif comme un financement spécifique. Comme vous le voyez, là, vous avez un objectif à atteindre. Vous avez un compteur dynamique qui permet de montrer en temps réel où l'association en est dans son objectif de collecte et le nombre de donateurs. Ici, vous voyez, vous avez donné 20 €, 50 €, 100 € jusqu'à 200 €. Vous avez la possibilité de paramétrer des contreparties. Par exemple, ce qu'on peut voir comme contrepartie qui est assez intéressante, donner 150 € et en échange, du coup, en contrepartie, vous aurez la possibilité d'avoir un échange en visio avec les différents sportifs ou une initiation au kayak au canoë-kayak, pardon, par Hélène Raganès, imaginons. Il y a plein de choses qui sont possibles. Contre 20 € en contrepartie, vous pourriez avoir, par exemple, un maillot spécifique du canoë-kayak club. Vous avez plein de possibilités qui sont envisageables. La présentation du projet, comme je vous le disais, elle est particulièrement essentielle sur ce type de dispositif, que ce soit sur Helloasso ou sur d'autres plateformes de financement participatif. À la différence des campagnes de dons, comme vous le voyez, il y a une large partie qui est réservée à la présentation du projet. Ici, ils sont restés assez simples, mais vous pourriez proposer bien plus de détails. Vous pouvez mettre des vidéos, des photos, etc. C'est hyper important de mettre ça en avant parce que c'est vraiment ce que va voir votre donateur et ce qui va permettre de le convaincre de pouvoir vous faire un don. Sur ce type de dispositif, vraiment, j'insiste sur le fait que la communication, elle est essentielle et que l'engagement du premier cercle est vraiment un enjeu fort et que c'est vraiment les personnes qui vous connaissent dans un premier temps qui vont soutenir votre structure et puis ensuite, vous allez pouvoir atteindre le plus grand public. Il y a des formations très spécifiques sur le financement participatif qu'on peut faire spécifiquement pour le secteur sportif. Et celle-ci, parfois, dure 1h30, 2 heures. Donc, voilà, je ne rentre pas forcément dans le détail profond de ce dispositif, mais n'hésitez pas, pareil, si vous avez des questions. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Je vais arrêter de partager mon écran et revenir peut-être refaire un point sur les bonnes pratiques spécifiques au financement participatif. Donc, comme je vous le disais, c'est de bien présenter la communication, la présentation, de bien anticiper. Pour le coup, c'est vraiment une campagne de communication de financement participatif avec la méthode des 3 cercles que je pourrais vous envoyer peut-être en complément de cette présentation. Je pourrais vous envoyer des slides spécifiques, de toujours être très transparent
et même dans le choix de vos contreparties, et de bien sûr tenir informés et remercier vos donateurs comme à chaque fois. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je n'en vois pas, donc je me permets de continuer. Est-ce que tu vois la slide suivante? Okay. Oui, tout à fait. Donc là, on a vu différents exemples de financement qui peuvent être associés à un événement sportif. Donc, soit, comme je vous montrais, avec du financement participatif pour faire venir des sportifs, pour organiser la compétition. Et dans les campagnes de dons précédentes, dans le dispositif de dons en ligne, ça va venir, le dispositif de dons va venir accompagner peut-être l'événement que vous organisez pour permettre d'avoir un soutien plus global, ou dans le cas de compétitions ou d'événements sportifs qui vont pouvoir aider au financement d'une association tiers. Là, spécifiquement, dans l'organisation de votre événement, je ne sais pas comment vous êtes plusieurs là à être sur l'organisation d'événements prochainement, comment vous gérez les inscriptions à vos événements. Là, ce que je vais vous présenter, c'est de pouvoir le dispositif de billetterie en ligne qui vous permet du coup de gérer les inscriptions et donc du coup de pouvoir anticiper aussi le financement de vos événements, puisque tout l'intérêt de proposer de la billetterie en ligne, c'est de pouvoir anticiper les inscriptions. Donc, si elles sont gratuites, c'est de pouvoir les gérer en ligne, de pouvoir gérer vos inscrits avant l'événement et tout ce que ça implique, évidemment. Si c'est financier, si les entrées sont payantes, de pouvoir très concrètement avoir les financements de votre événement avant qu'il ait lieu. Et ce, de manière beaucoup plus simple. Et je voyais notamment, merci pour votre témoignage du coup pour Randonnée Bretagne, qui du coup vous passez sur Hello Asso en 2021. Donc n'hésitez pas à témoigner de votre usage peut-être. Aujourd'hui, il existe plein d'outils de billetterie en ligne. Je vous ai mis un comparatif qu'on a pu faire avec à la fois les différents outils les plus connus, donc nous-mêmes qui sommes dédiés uniquement au secteur associatif, mais évidemment d'autres outils comme Eventbrite ou WithEvent qui proposent également, qui sont dédiés en fait à ce type d'outils de billetterie. Nous, ce qu'on propose généralement, c'est quand vous passez par de la billetterie en ligne, de ne pas hésiter à proposer de faire un don en plus de la participation à l'événement. C'est notamment, par exemple, le cas sur des événements, des inscriptions qui pourraient être gratuites. Vous pouvez proposer à vos participants de faire un don pour soutenir le club, pour soutenir le comité. Il ne faut vraiment pas hésiter à le faire, et même si on est sur une participation payante. L'idée également, ça va être de pouvoir, comme je vous disais, faciliter la trésorerie. J'entendais qu'on avait un trésorier qui était présent aujourd'hui. En mettant la billetterie en ligne en place, en amont de l'événement, vous allez pouvoir, comme je vous disais, collecter les premières recettes et donc du coup, payer les frais liés à l'événement. Ce qui est possible de faire également quand on est sur une billetterie en présentiel, sauf que là, en proposant une billetterie en ligne, vous allez permettre à vos participants de pouvoir s'inscrire le dimanche soir depuis chez eux. Dans un contexte sanitaire comme aujourd'hui, évidemment, je vous passe les détails sur l'intérêt de pouvoir proposer un dispositif en ligne pour évidemment respecter les distanciations nécessaires. Donc, l'idée, ça va être en effet de pouvoir anticiper à la fois les inscrits et en même temps la trésorerie. Vous allez pouvoir également proposer via un dispositif de billetterie en ligne des options complémentaires. Et donc, du coup, proposer par exemple l'achat d'un t-shirt, d'un maillot, ou de bien d'autres choses spécifiques à votre événement. Et vous allez pouvoir le faire directement. La personne, elle va avoir juste un panier global, c'est-à-dire l'inscription à l'événement plus le don annexe plus l'option annexe. Dans un monde joyeux où on se retrouve tous, par exemple, cet outil peut être très utilisé lors de l'organisation de compétitions, par exemple, et vous allez avoir en option le transport peut-être pour organiser l'arrivée des sportifs, le déplacement des sportifs de leur lieu d'habitation jusqu'à la compétition qui est organisée. Je vous propose de passer à la slide suivante et comme ça, je vais vous montrer précisément. Je vais vous présenter les bonnes pratiques avant toute chose.
c'est important de pouvoir, en effet, toujours, quand vous le pouvez, proposer des inscriptions. C'est dans l'idée toujours d'anticiper au mieux vos événements, que ce soit pour des petits événements ou des gros événements. La billetterie, là, on vous parle beaucoup, du coup, dans l'organisation de vos compétitions, des stages, etc. Mais ça va être également à utiliser, par exemple, dans l'organisation interne, une assemblée générale, pourquoi pas, du comité. Un atelier de formation qui va être organisé. Ça vous permet de collecter les inscriptions en avance, d'avoir les adresses mail pour pouvoir recontacter les personnes très rapidement en cas de modification et de pouvoir gérer vos inscrits avec, au même endroit, avec un seul même tableau et sans avoir à demander un retour d'inscription par mail, par exemple. Je pourrais vous montrer peut-être le back-office également. Je pense que ça peut être intéressant. Vous allez pouvoir, comme je vous disais, proposer des options complémentaires. Ne pas hésiter à opter pour un prix libre. On l'a vu beaucoup cette dernière année, notamment dans le cadre de cours sportifs qui ont été organisés en ligne plutôt qu'en présentiel. C'était parfois, comment dire, les structures pouvaient être mal à l'aise, les assos pouvaient être mal à l'aise de proposer un cours payant quand il n'était plus en présentiel, et donc du coup elle pratiquait du prix libre qui permettait donc aux participants de choisir à combien elles souhaitaient rémunérer ce cours, payer ce cours. Vous allez pouvoir automatiquement limiter le nombre de places qu'il est disponible pour votre événement en fonction des différentes options, des différents tarifs. Je vais vous montrer ça par la suite. Et vous allez, comme je vous disais, pouvoir proposer un don complémentaire. Je vais partager une nouvelle fois mon écran. Laura, oui. Je me permets parce qu'il y a des témoignages qui peuvent être intéressants en fait pour illustrer ce que tu viens de présenter. Déjà peut-être la randonnée pour la Rando Bretagne, nous donner quelques infos par rapport à l'inscription que vous avez faite. Et il y a Marc Mourin du Club Nautique Morlaisien qui met aussi dans le chat qu'il est passé sur Hello Asso cette année pour la campagne de dons, financement participatif et à terme de la vente en ligne. Et donc, si voilà, on peut prendre un petit peu de temps pour, avant que tu nous présentes l'exemple, peut-être, pour avoir le retour des participants. Oui, avec grand plaisir. Alors, Madame Charpentier ou Maude, peut-être, si vous voulez commencer avec la Rando Bretagne et peut-être nous donner voilà, comment ça a fonctionné, les retours par rapport à ça. Oui, alors déjà, pour Hello Asso, en fait, on l'a utilisé pour... une boutique en ligne. On a mis en place la vente de topo guide sur Hello Asso depuis un an. Donc, c'est vrai que ça nous permet effectivement de mieux vendre notre topo guide directement pour le comité régional. Et donc, pour la Rando Bretagne, habituellement, la manifestation est organisée avec des hébergements et des transports. Considérant la situation sanitaire, on s'est basé uniquement sur les inscriptions à la randonnée. Et donc, sur Hello Asso, on a créé différents formulaires, donc 2 formulaires, puisqu'on a des inscriptions pour nos licenciés, FF Randonnée, et des inscriptions pour les non-licenciés. Donc, effectivement, avec les possibilités offertes par Hello Asso pour les options, etc., ça nous a permis de mettre en ligne très rapidement 2 formulaires pour les 10 jours de randonnée. Je me permets, peut-être juste, est-ce que vous avez en ligne là votre billetterie? Est-ce qu'elle est toujours en ligne pour qu'on puisse la présenter, enfin la montrer? Oui. Alors, si vous voulez nous partager le lien, comme ça, on peut peut-être. Alors, elle est en ligne, mais elle n'est pas visible pour grand public. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, pas de. Je vais chercher. Je vous laisse. Je crois que vous aviez un autre intervenant. Oui, un autre. Voilà. Ouais. Monsieur Morin, si vous voulez peut-être dire un mot sur votre expérience Hello Asso. Vous m'entendez? Oui. Ok. Oui, alors nous, on vient de démarrer le compte Hello Asso il n'y a pas très longtemps. On a mis en place en fait la campagne de dons qu'on a mis un petit peu en sommeil aujourd'hui pour qu'en fait ce soit plus profitable en fait à notre campagne de financement participatif plutôt, puisqu'on organise en fait une étape de la Coupe de Bretagne d'eau libre et une des courses sera en fait le championnat de Bretagne maître.
Et de ce fait, là, on est au stade de démarrage, on commence à diffuser sur nos réseaux. Est-ce que tu peux couper ton micro respectifs, en fait, le lien, quoi. On n'est pas encore dans vraiment la grande diffusion. C'est ce qu'on compte faire au niveau des médias, en fait. D'accord. Partager en fait la campagne de financement. Ce qu'on a en retour, en fait, des personnes, c'est que voilà, pour ceux qui ont déjà testé la plateforme, en fait, c'est d'avoir leur reçu immédiatement après le financement. C'est ça, il y a un côté vraiment très pratique, en fait, pour les donateurs. Oui, tout à fait. En fait, on envoie directement, c'est nous qui nous chargeons du reçu fiscal. Et également, en effet, chaque donateur reçoit un mail automatique pour dire, voilà, vous avez bien fait un don à telle association. Je peux me permettre peut-être de partager votre campagne, si vous êtes d'accord? Ouais, je me permets juste, du coup, tac, parce que je viens de la retrouver et je la trouve vraiment chouette. Tac. Hop. Et d'ailleurs, j'allais vous le dire après. Donc voilà la campagne que vous avez faite, hein, c'est bien ça? Oui. Enfin là, je vois on voit pas. On voit juste le petit lien, quoi, là sur l'écran. Oui. Là, oui, je suis bien sur la page, hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, je parlais notamment, je me permets de vous la montrer parce que justement, vous avez mis en place en fait des contreparties qui sont intéressantes et notamment, moi, j'aime bien ces contreparties-là qui sont juste avoir un remerciement sur un site internet. C'est une contrepartie qui vous coûte pas grand-chose et qui, pour autant, est plutôt est intéressante et valorisante pour le donateur en question. Et du coup, vous parliez du coup de diffuser au grand public. En effet, vous avez atteint là 16% de votre objectif. Donc, vous avez pu déjà peut-être collecter auprès de votre premier cercle, donc les gens qui vous connaissent bien. Et donc, à partir de là, en effet, vous allez pouvoir communiquer un petit peu plus largement. C'est toujours important, avant de communiquer au grand public, d'avoir un premier, des premiers dons pour vraiment pouvoir inciter d'autres potentiels donateurs. Et j'ajoute juste un petit élément, je me suis permis d'aller sur le site internet du club et pour tout autre club ou comité, vous pouvez intégrer directement les campagnes de dons, vos billetteries, les campagnes de financement participatif sur votre site internet. Vous pouvez créer une page dédiée dans laquelle vous allez avoir une petite vignette où les personnes vont pouvoir vous faire un don directement depuis votre site internet. Ça, c'est un élément quand même à avoir en tête. Voilà. Je me permettais juste cette petite aparté. Oui, tout à fait. Mais pour vous dire un petit peu, là où en fait il y a une petite gêne aujourd'hui vis-à-vis du financement participatif ou l'appel aux dons, c'est aujourd'hui on est sur une saison où voilà, on a deux adhérents qui ont pris une licence dans notre club et au final, dans les bassins, ils n'ont pas beaucoup nagé. Oui. En Bretagne, on ne peut pas trop nager en mer encore parce que la température de l'eau n'est pas encore là. Et au final, y a un malaise pour aller chercher des financements supplémentaires au-delà de l'adhésion dans le cercle proche du club. Et voilà. Donc voilà pourquoi en fait ça apparaît pas. On a commencé à le faire et puis ça apparaît pas encore sur le site, mais on va devoir le mettre en place. Ouais. Oui, j'entends tout à fait cette problématique autour de l'adhésion qui est partagée par beaucoup de toute façon. Et en effet, je pense que c'est dans ces cas-là, en fait, vous avez besoin de ces financements-là. Et donc, du coup, c'est important d'être très transparent sur le fait que, au vu de la situation, certes, il y a eu des adhésions. Certes, les adhérents n'ont pas pu, utiliser, entre guillemets, l'adhésion comme d'habitude. Il n'empêche que votre club a besoin de fonctionner. Et donc, du coup, nécessite un soutien de la part des personnes qui sont autour. Voilà. Est-ce que tout le monde est OK par rapport à ça? Maud, tu as peut-être… c'est bon? Tu avais des choses à ajouter? Non, après, je pouvais éventuellement montrer, mais je crois que vous l'avez déjà fait, donc c'est peut-être pas la peine de remontrer une autre billetterie, comme vous voulez. Alors, du coup, je ne l'ai pas forcément montré. Non, j'en ai pas montré encore de billetterie. Tu peux le faire, Maud, pas de souci. Si vous souhaitez, on peut utiliser la vôtre ou je peux utiliser l'exemple que j'avais, comme vous voulez. Vous avez là? Oui, ça y est.
Voilà. Donc, effectivement, ça, c'est la billetterie pour la Rando Bretagne 2021 pour les licenciés. Donc, on a personnalisé le bandeau en haut. Ça, c'est aussi une possibilité offerte par Hello Asso pour que l'internaute s'y retrouve. Donc, on a expliqué rapidement qu'est-ce qu'était la Rando Bretagne. Et puis, donc là, vous avez tous nos formulaires pour l'inscription. Donc, avec le tarif. Bon, je prends par exemple cet exemple-là de Saint-Jouan. Le montant des billets, 5 €. Derrière, en dessous, on a expliqué aussi les possibilités d'hébergement. Et puis donc, effectivement, les informations fiscalité que donnait tout à l'heure Laura. Et puis après, étape suivante. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de connaître les noms, les prénoms, l'adresse mail, le numéro de téléphone, le numéro de la licence. Donc, au lieu qu'ils entrent directement le numéro de licence, ils importent le fichier. Voilà, la personne qui s'inscrit importe le fichier. Les coordonnées de la personne à prévenir en cas d'accident, numéro de département de résidence. Donc, c'était le minimum d'informations qu'on souhaitait pour faire un peu une statistique des fréquentations, savoir d'où viennent les participants. Et puis après, étape suivante, c'est le récapitulatif avec les coordonnées et le paiement. Et du coup, peut-être, je me permets, comme vous le notiez dans la première étape sur le choix des billets, en effet, vous pouvez mettre le nombre de tarifs. Alors, tarif, c'est le terme générique que vous souhaitez. Et du coup, pour chacun des tarifs, vous avez un descriptif et vous pouvez mettre un nombre de places limité pour chacun des tarifs également. C'est vous qui décidez. Et vous pouvez proposer des options spécifiques en fonction de chaque tarif. Donc, vous pouvez à la fois proposer une billetterie très simple et aller très très loin dans la personnalisation en fait des parcours d'inscription. Merci pour ces exemples bien concrets, en tous les cas, des participants, c'est très intéressant. Il y a d'autres choses ou Laura, je te laisse continuer sur… Je peux continuer très rapidement, du coup, pour pas trop dépasser sur le temps prévu. Voilà, je voulais juste vous parler de petits dispositifs qui peuvent être intéressants aussi. Alors, c'est plutôt des dispositifs annexes au dispositif de financement qu'on a pu vous présenter jusqu'ici. Mais le numérique offre des petits outils qui vous permettent de contribuer au financement de votre structure. Et notamment, je pense à des petits moteurs de recherche qui existent, qui sont alternatifs à Google, comme, alors là, je vous ai mis Ecosia et Lilo, qui permettent de financer, alors là, on serait plutôt à l'échelle de clubs plus que de comités, des actions de solidarité, des actions de sport santé qui seraient portées par des clubs. Et donc, du coup, le principe de ces moteurs de recherche, c'est tout simplement que quand vous installez, aujourd'hui, vous utilisez peut-être Google comme moteur de recherche favori. Si vous utilisez Lilo, par exemple, chacune de vos recherches va créer une petite cagnotte dans laquelle vous allez avoir des gouttes. Et ces gouttes représentent un petit montant d'argent. Elles sont issues en fait des revenus publicitaires qui sont réalisés, qui sont produits pour chacune de nos recherches qu'on effectue aujourd'hui sur un moteur de recherche. Et ces revenus publicitaires, plutôt que de revenir à Google, comme à l'entreprise, entre guillemets, quand on utilise ce moteur de recherche, sur Lilo, un pourcentage de ces revenus vont être reversés à un panel d'associations. Et donc, du coup, les assos peuvent s'inscrire sur ce moteur de recherche, comme Lilo ou Ecosia, et du coup proposer ainsi aux internautes de reverser ces montants qu'ils collectent au fur et à mesure de leur recherche à ces associations en particulier. Donc voilà, c'est un petit truc, entre guillemets, une petite bonne pratique, mais qui est intéressante à avoir en tête. Et l'autre moyen également, c'est qu'il existe de plus en plus d'applications de dons, et notamment parfois certaines liées au sport, et je pense à la course à pied par exemple, qui permettent de pouvoir proposer au grand public de faire des dons
sans qu'ils s'en rendent compte, entre guillemets. Mais du coup, en participant à une course, par exemple, en faisant un certain nombre de kilomètres, ou en faisant une bonne action, ou bien d'autres. Donc voilà, je voulais juste vous présenter ce dispositif. Il y en a beaucoup. Là, je vous ai mis quelques exemples dans la présentation que vous pourrez aller voir. Mais du coup, ça peut être un dispositif à mettre en place aussi. C'est quelque chose à avoir en tête. Je dirais plutôt pour des structures dont les bénéficiaires sont déjà à l'aise avec le numérique et qui ont l'habitude d'utiliser différents logiciels, différentes applications. Ou si vous voulez vous adresser à un nouveau public, par exemple, ça peut être aussi un dispositif intéressant à aller regarder. Voilà, je vous laisserai explorer ce champ qui est peut-être plus marginal par rapport aux autres dispositifs qu'on vous a présentés aujourd'hui. Le message, c'est que le numérique offre plein de possibilités de financement et qu'il ne faut pas hésiter à aller regarder et à aller tester des nouvelles choses. Voilà, pour vous permettre d'avoir un modèle éco après le plus diversifié possible. Voilà pour cette petite aparté. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette dernière slide sur les moyens innovants? Ou des témoignages également qui pourraient être intéressants, sachant de participants qui ont déjà testé. Alors, je n'arrive plus à avancer ma diaporama. Est-ce que vous voyez la slide suivante? Oui. Voilà. Donc là, s'il n'y a pas d'autres témoignages ou d'autres questions par rapport à ce que Laura a présenté, on va passer sur la slide, ça se termine. Hein, voilà, on arrive à la fin de cet atelier. Des ressources pour aller plus loin par rapport à ce qui a été dit. Le guide du mécénat 2019-2020. Donc là, vous avez sur le PowerPoint qui vous seront remis directement les liens que vous pouvez cliquer directement sur ces notions. Il y a le modèle économique des clubs sportifs fédérés, l'étude finale du CNOSF 2020 qui a été réalisée. Donc là, voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça quelles sont les tendances, pardon. Le guide des dispositifs, donc au regard de la situation quand même sanitaire, ça nous semblait important de mettre le guide des dispositifs de soutien aux associations sportives dans les territoires, qui a été édité au 1er octobre 2020, où là, on va avoir des dispositifs territoriaux, nationaux et européens. Donc là, je vous ai mis un petit imprimé écran de la région Bretagne, hein, les aides qui ont été mises en place dans le cadre du Covid-19 et puis les différents autres dispositifs. On ne va pas rentrer dans le détail parce que vous aurez cette présentation avec les liens et vous pourrez aller regarder par vous-même ces différents dispositifs. Je voulais revenir, comme je vous l'avais dit au début, il y a cette notion de fonds de dotation que vous devez entendre peut-être parler maintenant régulièrement. On commence à voir ce dispositif qui se met en place dans pas mal de structures, ou en tout cas une notion qui prend de l'importance. Donc ça permet de revenir aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur ces problématiques que peuvent rencontrer certaines structures par rapport au mécénat notamment, ou parce qu'ils ne sont pas éligibles, parce que ils ne sont pas dans les critères. Les fonds de dotation, justement, ça permet d'élargir à ces structures qui ne sont pas éligibles la possibilité de recevoir des dons. C'est un dispositif qui a un fonctionnement bien spécifique. Aujourd'hui, on est avec 2 heures, donc j'avais préparé une petite présentation, mais on s'est rendu compte avec Laura que ça allait être trop long, et donc on allait plutôt vous la donner si vous la souhaitiez côté en complément, et également vous informer qu'il y a un guide du Comité national olympique et sportif français qui a été réalisé et qui peut vous être aussi transmis sur les fonds de dotation. Donc là, vous avez ce guide qui sera vraiment spécificité sportif.
pour les sportifs. Donc voilà, ça peut être intéressant. Donc là, vous m'en ferez part. Si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer le lien et la présentation sur les fonds de dotation, qui est une présentation, on va dire, condensée. Je l'avais prévu aujourd'hui. Et en complément, vous avez ce guide du CNOSF qui viendra voilà, agrémenter les premiers éléments que je vous aurai fournis dans la présentation. En conclusion, en tout cas, voilà, on espère vous avoir apporté. Il y avait des dispositifs qu'on vous a présentés et qu'on sait que vous connaissiez certainement. On a essayé d'aller plus loin dans les démarches et de vous présenter de nouvelles choses qui étaient aujourd'hui présentes, ou en tous les cas, même si vous les connaissiez, d'aller plus loin dans le fonctionnement. On a bien noté les quelques questions qui restent en suspens. Il y en a toujours un petit peu, donc c'est très intéressant. On va aller faire les recherches. On ne manquera pas de mon côté, en tout cas, je ne manquerai pas de vous donner des informations, si je peux les avoir rapidement, de vous donner ces informations sur les questionnements que vous avez pu avoir, notamment sur le mécénat concernant votre propre association ou la société d'économie mixte. Je vais regarder tout ça. J'essaierai de faire un retour, alors pas en même temps que je vous communiquerai le PowerPoint, parce que le PowerPoint, je vais vous le donner assez rapidement, mais voilà, dès que j'ai un retour sur ces questions, en tous les cas, je vous en ferai part. N'hésitez pas à votre tour, si vous avez une interrogation qui pourrait venir ultérieurement et après cet atelier, nous en faire part. On pourra essayer de creuser, d'aller chercher un petit peu plus loin. Quoi vous dire par rapport à la démarche qualité? Donc, il y avait cet atelier qui avait lieu aujourd'hui. Il y avait d'autres ateliers qui étaient prévus, notamment des visites collectives sur les centres de tri. Il y avait 2 visites qui étaient prévues en fin avril, début mai, à Ploufragan et au Reux, malheureusement qui ne peuvent avoir lieu puisque les sites sont fermés au public cause Covid. Donc là, pour vous informer qu'il y a ils seront certainement reportés, mais ça, voilà, on ne peut pas vous dire de date par rapport à ces visites sur des centres de tri. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le 28 septembre, on est en train de travailler avec le collectif des festivals sur notre agenda des rencontres jusqu'à fin 2021, début 2022. Et voilà, déjà ce que vous pouvez noter, 28 septembre 2021, il y aura un atelier qui aura lieu à Vannes, 9h30, 12h30, sur rédiger sa charte de restauration durable. Pour le moment en présentiel, on vous donnera plus d'informations, mais voilà, si on a des informations, et si le présentiel n'est pas possible, je pense que cet atelier sera dupliqué et sera retranscrit en visio. Je vous rappelle le rassemblement des signataires, alors j'ai mis 2020, mais je ne me suis pas trompée, c'est bien la partie 2 qui malheureusement n'avait pas pu avoir lieu en présentiel en 2020. On a décidé de maintenir sur le Je pitch mon éco-événement, donc cet atelier qui aura lieu normalement au 1er octobre 2021. Vous aurez des informations à venir ultérieurement. Et voilà, d'autres ateliers qui sont prévus. L'agenda est en cours et sera mis en ligne prochainement. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport au prochain temps fort de la démarche qualité. Je regarde rapidement s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires sur le chat. Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des choses que quelqu'un voudrait ajouter? Voilà, n'hésitez pas aussi suite à cet atelier, c'est important pour nous de nous dire ce qui a convenu, ce qui n'a pas convenu, ce que vous attendiez comme information que vous n'aviez pas eu éventuellement. Comme ça, voilà, ça nous permet c'est toujours perfectible. C'était notre premier en plus sur cette thématique-là, donc c'est d'autant plus intéressant d'avoir vos retours. Donc par un petit mail, voilà, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous a convenu et au contraire ce que vous attendiez et que vous n'avez pas eu lors de cet atelier. Laura, tu veux peut-être faire un petit mot de conclusion également? Oui, merci beaucoup. Vraiment, encore une fois, j'étais ravie d'intervenir ce matin. J'espère avoir répondu aux attentes. Et puis, je pourrais vous faire passer peut-être des infos un peu plus, des infos annexes sur la campagne de financement participatif, l'organisation, etc. Et sur Hello Asso. Donc, voilà, il ne faudra pas hésiter
aller transférer Sévina. Et puis, je reste à votre disposition. L'équipe Helloasso, en tout cas, reste à votre dispo pour toute question sur les différents dispositifs que je vous ai présentés. Et puis, j'espère avoir l'occasion de pouvoir échanger avec vous dans un autre cadre et peut-être en présentiel un jour. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été nombreux. Voilà, on avait mis une petite jauge à 25 personnes, on l'a pas atteint, mais on est à 20 personnes et c'était pour nous important, voilà, d'avoir ce nombre de participants qui ont permis quand même des témoignages très intéressants et enrichissants pour chacun. Donc voilà, merci à vous. On vous souhaite une très belle journée et puis à très bientôt. Prenez soin de vous en tout cas. Allez, à bientôt, merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir Laura, du coup, un de ces jours.